Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Ce matin, les sénateurs examinent en séance le projet de loi organique relatif à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. C'est ce projet de loi qui aurait dû être voté avant les auditions d'hier des candidats proposés à la nomination au Conseil constitutionnel. En effet, si ce projet de loi est adopté ce matin, le Parlement pourra désormais s'opposer aux nominations du président de la République, à condition que l'addition des votes négatifs des commissions représente au moins 3/5 des suffrages exprimés. Voilà donc pour les enjeux de cette séance. Bonne matinée à tous sur Public Sénat. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi organique adopté avec modification par l'Assemblée nationale relatif à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et du projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale relatif à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Henri de Raincourt, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Bonjour, cher ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Madame et Messieurs les sénateurs, les deux textes qui vous sont soumis aujourd'hui en deuxième lecture doivent permettre la mise en œuvre d'une des innovations les plus marquantes de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, vous le savez, le Parlement va pouvoir mieux contrôler les nominations envisagées par le Président de la République aux fonctions les plus éminentes pour la garantie des libertés ou la vie économique et sociale de notre pays. La procédure prévue à l'article 13 de la Constitution, qui s'appuie sur une audition des personnes proposées par les commissions compétentes, permettra d'établir la transparence et la pertinence des nominations à venir. Je ne reviendrai pas longuement sur le contenu de ces textes que vous connaissez parfaitement. La discussion en première lecture, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, a indiscutablement permis de les enrichir. Je tiens à souligner à cette occasion que les commissions des lois des deux assemblées ont effectué un travail très important sur ces deux projets. Et je veux saluer l'investissement personnel des membres des commissions et des deux rapporteurs respectifs, et en particulier Monsieur le doyen Gélard, ici au Sénat. Le projet de loi organique présenté par le gouvernement a retenu une liste conséquente de 41 emplois ou fonctions. Votre Assemblée a ajouté 3 fonctions de responsabilité, l'Assemblée nationale en a ajouté 4. La liste a ainsi été complétée en cohérence avec la démarche qui avait prévalu pour son élaboration. La répartition des emplois et des fonctions entre les commissions permanentes paraît également arrêtée. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a simplement tiré les conséquences du remplacement par une ordonnance du 21 janvier 2010 de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par une autorité de contrôle prudentiel. Son président, le gouverneur de la Banque de France, se trouve en effet déjà dans la liste des emplois et fonctions inclus dans le champ de l'article 13, alinéa 5 de la Constitution. La deuxième lecture porte donc essentiellement, on l'aura compris, sur la procédure applicable par les commissions permanentes pour la mise en œuvre de cet article 13. Les deux assemblées se sont déjà mises d'accord pour compléter le projet de loi ordinaire et prévoir que le scrutin
doit être dépouillée simultanément dans les deux commissions concernées. L'Assemblée nationale a également inscrit dans la loi le principe de l'audition par les commissions permanentes des personnes dont la nomination est proposée. Votre commission des lois vous propose d'adopter également cette disposition et le gouvernement s'en félicite. J'ai déjà eu l'occasion de souligner l'importance de ces auditions qui, à elles seules, permettent de garantir la qualité des personnalités proposées. En revanche, l'Assemblée nationale a rétabli l'interdiction des délégations de vote lors du scrutin destiné à recueillir l'avis des membres de la Commission. Votre commission des lois vous propose de supprimer à nouveau une telle interdiction. Le gouvernement prend acte de cette divergence d'appréciation, mais le gouvernement souhaite néanmoins que les deux assemblées puissent trouver un accord sur les modalités de vote applicables à cette procédure originale. Cela permettrait au Parlement d'aller au bout d'une réforme dont l'objectif, ne l'oublions pas, est d'accroître ses prérogatives. Merci. Bien. La parole est à Monsieur Patrice Gélard, rapporteur de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour discuter, en seconde lecture cette fois-ci, de l'application de l'article 13 de la Constitution dans son 5e alinéa sur deux textes, le texte de loi ordinaire, de loi simple, et le texte de loi organique. Un seul regret pour commencer, Monsieur le Ministre, c'est qu'il est bien tard pour adopter ces lois organiques. La Constitution a été modifiée en 2008. Nous sommes en 2010, 18 mois pour adopter une loi organique qui est nécessaire et qui nous amène à procéder à des nominations qui ne sont pas conformes à l'article 13, puisque nous ne pouvons pas procéder au vote qui est prévu et que nous sommes obligés d'attendre un certain nombre d'éléments qui résultent de cette loi pour pouvoir procéder conformément à la Constitution aux nominations qui sont soumises à l'audition des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce que je viens de vous dire à propos de la loi de l'article 13 pourrait être dit pour d'autres lois qui sont toujours en attente, d'autres lois organiques, le Défenseur des droits, le Conseil supérieur de la magistrature et tant d'autres, et il n'est pas normal que 18 mois après l'adoption de la modification constitutionnelle, on en soit toujours dans l'attente de l'adoption des lois organiques. Le Conseil d'État estime toujours qu'il y a un délai raisonnable entre l'adoption des décrets d'application après la loi ordinaire. Ce décret, généralement, est considéré comme étant de 6 mois. Là, on a vraiment dépassé la dose. Cette remarque étant faite, j'en viens au fond de l'affaire. Je vais traiter naturellement dans cette explication orale les deux lois en même temps. Je vous rassure tout de suite, sur la loi ordinaire, nous proposerons d'adopter la loi ordinaire telle qu'elle est, mais nous ajouterons 2 amendements à cette loi ordinaire parce que, profitant de ce que nous sommes en désaccord avec la loi organique, il y aura navette sur la loi organique et sur la loi ordinaire. Donc ce que je vous propose sur la loi ordinaire, c'est de l'approuver telle qu'elle, plus 2 amendements. L'un qui consiste à ce que les dispositions soient publiques, puisque ça a été le cas hier dans les auditions au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Il faudra donc que nos règlements d'Assemblée complètent ce dispositif pour savoir comment le déroulement des auditions se fera, mais je proposerai donc un avis favorable sur cette disposition. Et puis, il y a un deuxième élément qui sera également déposé en concernant la loi ordinaire. Donc, pas de problème sur la loi ordinaire, à mon avis. Alors maintenant, j'en viens à la loi organique. Nous sommes maintenant d'accord sur l'article 1er et l'article 2 de la loi organique.
Il y a juste un petit problème qui s'est posé, effectivement, mais le ministre l'a rappelé, il a fallu que l'on supprime une personnalité, puisque d'abord l'ordonnance de janvier dernier l'avait traité, donc on l'a supprimé de la liste qui était initialement prévue. Bon, pas de problème sur ce point. Par contre, nous avons décidé en commission des lois de ne pas voter conforme la loi organique pour une raison très simple, c'est que nous sommes en profond désaccord avec l'article 3 qui a été créé de toutes pièces par l'Assemblée nationale. En effet, le texte initial venu du gouvernement nous suffisait largement et aurait dû nous suffire largement. D'abord, première remarque, l'article 3 amené par l'Assemblée nationale m'amène à penser que cet article 3 transforme la loi organique en loi intéressant et concernant le Sénat. Pourquoi? Parce que malgré la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, j'en reviens aux déclarations du doyen Vedel concernant la définition des lois organiques concernant le Sénat. À partir du moment où une loi organique met en cause le Sénat et l'oblige à faire des choses particulières, en l'occurrence réformer notre règlement, eh bien à ce moment-là, la loi organique devient une loi qui concerne le Sénat et qui, par conséquent, ne peut être adoptée qu'avec accord des deux chambres, et il n'y a donc pas de possibilité de vote en dernière possibilité de l'Assemblée nationale. C'est un premier point sur lequel il faudra sans doute que le Conseil constitutionnel statue si nous n'arrivons pas à trouver un terrain d'entente. Deuxième élément, on en vient au fond de cet article 3 déposé par l'Assemblée nationale. Ce qui me frappe, ce sont les motivations profondes de l'Assemblée nationale qui ont été parfaitement explicitées par un député, M. Patrice Vercher, qui dit, sans ambages, c'est pas normal que maintenant qu'il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale et 6 au Sénat, que l'une des commissions permanentes du Sénat soit plus nombreuse que la commission permanente de la même nature à l'Assemblée nationale. Donc la crainte était que une commission permanente, en l'occurrence c'est la commission des affaires économiques qu'il faut citer telle quelle, de chez nous, de l'économie, cette commission compte effectivement au Sénat quelques membres de plus, très peu, mais ce n'est pas ça, à mon avis, qui risque de transformer les choses, et surtout ça va beaucoup plus loin, parce que la Constitution, dans son article 27, déclare qu'une loi organique peut établir les raisons pour lesquelles la délégation est possible. Mais je rappelle que la Constitution ne prévoit pas que la loi organique puisse interdire la délégation. Sauf un cas qui est prévu par la Constitution elle-même, c'est la Haute Cour qui pourra se réunir éventuellement pour non pas juger, ce n'est plus un juge, pour destituer le président de la République, ou dans ces cas-là, il n'y a pas de délégation possible. C'est prévu explicitement par la Constitution. En d'autres termes, par parallélisme des formes, aucune autre formule ne peut être mise en place par une loi organique pour interdire la délégation de vote. J'ajoute que le règlement de l'Assemblée nationale prévoit la délégation de vote. Une instruction du bureau de l'Assemblée nationale qui contredit à la fois la Constitution, la loi organique et le règlement de l'Assemblée nationale a prévu que la délégation de vote n'est pas possible dans un cas lorsqu'il s'agit de nomination. Je rappelle que la nomination à tel ou tel emploi d'un député, ce n'est pas du tout la même chose qu'une audition. Une audition, on auditionne quelqu'un qui va occuper une autre fonction à la demande d'une autorité, le président de la République pour l'essentiel des cas, qui est extérieur au Parlement lui-même. Nous ne sommes pas en face d'une nomination, nous sommes en face d'une audition et par conséquent il y a, à mon avis, dans l'article 3, une violation manifeste de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas suivre l'Assemblée nationale dans cette direction et que je vous propose de supprimer, d'annuler cet article 3 dans cette seconde lecture. Et c'est la conclusion que je suis amené à prendre à l'issue des travaux de la Commission des lois sur cet article 13 de la Constitution.
La parole est à Monsieur Pierre Fauchon pour l'Union centriste, pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas dans le détail sur l'innovation majeure et attendue, un peu longuement attendue, comme l'a dit Monsieur Gélard tout à l'heure, que représente l'audition par les commissions des candidats aux emplois de responsabilité politique, économique et sociale dans la République. J'avais déjà largement développé cette question lors de la discussion générale préalable à la première lecture. Je rappellerai tout d'abord mon attachement, notre attachement, à cette réforme importante qui marque un pas en avant considérable vers une meilleure association du Parlement au choix des personnes dont les responsabilités qu'elles assument font des acteurs majeurs de notre vie publique et qui doivent pour cette raison échapper au risque d'arbitraire de tout choix personnel. Et ça m'est une occasion de dire que ceux qui ont refusé de voter cette réforme sont bien mal placés aujourd'hui pour donner des leçons à cette occasion et pour en tirer néanmoins un profit comme s'ils l'avaient voté, ce que je trouve toujours assez admirable, je dois le dire. Mais j'ai dit que je trouvais ça admirable, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que je trouvais ça critiquable. J'ai dit que je trouvais ça admirable, je maintiens. Pour autant, nous ne devons pas ignorer qu'il s'agit d'un domaine qui relève de l'exécutif. Ne l'ignorons pas, au sens où l'entendait Montesquieu, et que nous devons nous garder de tout excès dans cette extension des attributions du Parlement. Cette observation vaut en particulier pour le caractère public des auditions. Je n'ignore pas que c'est la pratique du Sénat américain, j'y ai moi-même assisté naguère, mais nous ne sommes pas en Amérique et nos mœurs politiques diffèrent profondément. Je crains que la publicité n'accentue le caractère politique ou personnel de l'audition. Je suis heureux de faire rire Madame Borvo. Je ne savais pas que c'était si gai, mais je m'en réjouis. Je ris avec vous. C'est pourquoi nous acceptons avec la Commission cette ouverture au public, mais non sans réserve, et quelque sorte dans un esprit d'expérimentation, comme le permet expressément la Constitution, dans une disposition, selon moi, trop rarement utilisée d'ailleurs. Comme l'a rappelé notre rapporteur, la seule question qui reste en suspens est celle des délégations de vote lors du scrutin destiné à recueillir l'avis des commissions. Le débat s'est cristallisé autour d'une disposition qui a été introduite, il faut le rappeler, par les députés lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. Ce débat n'a donc pas cette fois entre la majorité et l'opposition, c'est déjà quelque chose. Il est entre l'une des assemblées et l'autre. Conformément à la position déjà défendue lors de la première lecture, la commission des lois du Sénat réaffirme aujourd'hui, Gélard vient de le faire tout à l'heure de la manière la plus convaincante, son attachement au maintien de la délégation de vote. Je ne peux que soutenir l'analyse faite par le rapporteur. Elle est fondée sur des arguments juridiques, qui plus est constitutionnels. Elle est aussi fondée sur des arguments de bon sens, qu'on ne met pas suffisamment en avant, me semble-t-il. En effet, le seul type de scrutin pour lequel il n'est pas autorisé de recourir à la délégation de vote, c'est la procédure de destitution du chef de l'État, prévue à l'article 68 de la Constitution. On voit bien alors qu'une telle interdiction est rare, surtout parce qu'elle est prévue par la Constitution. Prévoir une telle interdiction dans un texte qui est de nature organique poserait probablement, peut-être même à coup sûr, un problème de constitutionnalité. De plus, les arguments présentés par nos collègues députés à l'appui de cette interdiction ne sont aucunement convaincants. On nous dit qu'un avis unique, dès lors qu'il est unique des deux assemblées, ne pourrait résulter de votes émis selon des procédures distinctes. Cela reviendrait, je cite le propos du rapporteur à l'Assemblée, à fausser le sens de l'avis recueilli et à entacher ainsi la procédure d'avis prévue par l'article 13 de la Constitution d'un vice de forme substantiel. Mais cette allégation n'est aucunement démontrée, on ne nous dit pas en quoi il y aurait un vice de forme, car ni la lettre de la Constitution ni les travaux préparatoires de 58 ne permettent de penser qu'une procédure strictement identique doit être retenue dans les deux assemblées. Le Constituant avait laissé au règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions, conformément au principe d'autonomie des deux assemblées. On ne voit pas la raison pour laquelle il faudrait déroger au principe général à l'occasion des nominations.
Ce qui vaut pour l'essentiel de la fonction législative doit bien valoir pour une extension particulière et tout de même relativement secondaire de cette fonction. Nous votons tous les jours des lois selon des procédures qui ne sont pas les mêmes dans les deux assemblées. Et ce qui est voté quand même est acquis pour avoir été voté dans chacune des assemblées avec des procédures différentes. Alors depuis quand faut-il que les procédures soient identiques? C'est une manie d'uniformisation qui malheureusement est typiquement française et qui ne tient pas compte de la diversité. Et dès lors qu'il y a deux assemblées, il est bien normal qu'il y ait une certaine diversité dans le cadre naturellement de ce qu'autorise la Constitution. Sur le fond, je voudrais faire la remarque suivante, c'est qui me paraît essentiel. Les éléments d'appréciation dont nous disposons dans une nomination ne se réduisent pas à la brève confrontation, parce que si je comprends bien, si on ne veut pas qu'il y ait des délégations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens qui ont été absents, qui auraient été n'ont aucune opinion personnelle sur le sujet, participent au vote. Je suppose que ça dissimule ce genre d'accusation-là. Mais on se trompe, parce que dans la procédure actuelle, les informations dont dispose le parlementaire qui doit se prononcer comprennent non seulement les quelques minutes d'audition, qui relèvent éventuellement un peu du spectacle, comme on l'a pu le voir hier l'après-midi, ils comprennent mais il y a d'excellents spectacles, très démonstratifs naturellement, et très convaincants, mais les éléments d'information parlementaire comportent l'ensemble des informations préexistantes, que la presse ne manque pas de mettre en lumière, voire de révéler dès que le nom du candidat sera connu. Ça n'a pas eu lieu hier, puisqu'il ne s'est passé que quelques heures. Nous étions dans une situation exceptionnelle, mais d'une manière habituelle, il se passera non pas quelques heures, même pas quelques jours, mais peut-être même quelques semaines, ou en tout cas assez longtemps, entre l'annonce du nom et la parution de la commission, de sorte que les commentaires ne manqueront pas de se faire et que celui qui doit participer à l'audition aura déjà recueilli un certain nombre d'informations sur le candidat. Ces informations sont tout aussi pertinentes sur sa vie, son passé, ses actions, ses œuvres éventuelles, etc. Et donc la connaissance du dossier est tout aussi importante que l'effet produit par quelques minutes d'audition. J'ai même tendance à penser que c'est plus important et qu'on peut donc, en parfaite connaissance de faute, et parce qu'on a des raisons valables, bien entendu, de ne pas être présent, qu'on peut donner une délégation et émettre par cette voie-là un vote tout à fait respectable et tout à fait conforme au principe de la démocratie et de la responsabilité. Au demeurant, il faut rappeler avec le rapporteur que les délégations ne s'opèrent pas n'importe comment, qu'elles sont soumises à une procédure de contrôle systématique, que si elles constituent un droit, ce droit n'est pas sans limite, il n'a vocation à s'appliquer que dans des hypothèses qui sont limitativement énumérées par l'ordonnance organique de novembre 58. Pour finir, et selon l'usage, je salue l'excellent travail réalisé par le rapporteur, qui est justifié aujourd'hui plus encore que jamais. Il a su rester ferme sur l'analyse défendue par notre Assemblée dès la première lecture. Je souhaite que nous continuions à défendre cette position qui me paraît à la fois conforme à l'état du droit, à la diversité des assemblées et tout simplement au bon sens. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Monsieur Bernard Frimat, pour le groupe socialiste, pour 16 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des lois, Monsieur le rapporteur, je serai dans l'intimité d'un jeudi matin, dernier jour avant une suspension parlementaire. Nous examinons en deuxième lecture la loi organique et la loi ordinaire relative à l'article 13. C'est la deuxième lecture. Règne sur ce débat un suspense que nous pouvons qualifier d'étonnant. Y aura-t-il une troisième lecture, une quatrième lecture, une cinquième lecture? Est-ce que nous allons aller là vers une tentative d'inscription dans le Guinness Book d'un texte de loi et de son examen? L'avenir nous le dira. De toute façon, en domaine de loi organique, je dirais qu'il y a déjà un record qui est en train de s'établir. C'est celui qui concerne la loi organique qui exigeait la révision constitutionnelle précédente à propos du statut du chef de l'État. Je crois que c'est l'article 68, si ma mémoire est bonne. Je parle sous le contrôle du rapporteur. Nous avions essayé de progresser.
On nous a expliqué que ça allait trop vite et qu'il fallait encore du temps pour réfléchir. Donc, nous savons saluer la lenteur de la réflexion, en espérant que cette lenteur s'accompagnera d'une profondeur équivalente. Alors, sur le sujet qui nous retient aujourd'hui, sur lequel nous sommes déjà exprimés et sur lequel nous aurons peut-être encore le privilège de nous exprimer une nouvelle fois à cette tribune, je voudrais d'abord commencer en rappelant, je dirais, la position de fond du groupe socialiste. Vous avez, Monsieur le Ministre, vu dans la procédure une des innovations les plus marquantes de la Constitution. Permettez-moi d'être d'un avis légèrement différent, en considérant, mais vous connaissez notre position sur le fond, que si nous saluons ce qui constitue indiscutablement un progrès, puisque le Parlement est associé, la manière dont il est associé nous semble, je dirais, tellement manquer de souffle. On trouve sous la plume de quelques constitutionnalistes parler de temps en temps à propos de cette procédure de consultation du Parlement. Les uns parlent d'un faux-né, les autres parlent d'un leurre. En tout état de cause, elle existe. Et Pierre Fauchon est trop attaché à la loi pour savoir qu'une fois que la Constitution est votée, elle s'impose à tout le monde et que tout le monde doit la respecter, et qu'une fois que la loi est votée, elle s'impose à tout le monde et que tout le monde doit la respecter, quelle qu'ait été la position que nous ayons pu avoir dans l'élaboration de la révision constitutionnelle et de la loi. Nous nous réjouissons chaque jour un peu plus de l'opposition que nous avons manifestée à cette révision. Sur d'autres points, même sur ce point-là, nous étions d'accord et nous avions même trouvé, je dirais, au sein du Sénat, des positions qui n'ont pas été finalement totalement ratifiées, qui étaient des progrès. Donc c'est un progrès, mais c'est un progrès insuffisant, nous l'avons dit, parce que le veto négatif des 3/5 nous semble un leurre, puisqu'un veto négatif des 3/5, c'est permettre une approbation par 40% d'une Assemblée, et que jamais, mais je ne demande qu'à être démenti, j'ai le sentiment qu'une majorité existant dans une Assemblée, sur une nomination proposée par le Président de la République ou par le Président d'une Assemblée, réunir 40% d'avis favorables à cette nomination appartient, je dirais, à une banalité, sinon ça signifierait un tel conflit d'une Assemblée avec son Président ou d'une majorité avec le parlementaire, avec le Président de la République, qu'on serait dans un autre schéma. Bon. Au demeurant, on est bien là sur des postes importants, vous le rappeliez, Monsieur le Ministre, importance pour la garantie des droits et des libertés ou pour la vie économique et sociale de la nation. Alors, les nominations les plus marquantes, moi je n'irai pas jusque-là, je dirais des nominations, puisqu'il y a quand même un décalage assez fort entre le nombre d'emplois auxquels le Président de la République nomme, et nous avons pu, grâce à vous, Monsieur le Ministre, avoir les éléments qui permettaient de l'apprécier, on en a finalement une 50aine. Et je voudrais tout de suite vous poser une question, et la poser aussi au rapporteur, à propos de cette liste, avant de venir sur le différend et sur la loi ordinaire. La question que je voudrais vous poser, vous avez fait allusion à une ordonnance qui a modifié la liste. Alors, comme nous avons le privilège d'être en navette, on a pu s'adapter. Mais il y a dans l'intitulé des fonctions qui figurent dans les listes un certain nombre de ces intitulés qui relèvent du domaine réglementaire. Ils ne relèvent pas du domaine de la loi. S'il y a changement, s'il y a modification au niveau du domaine réglementaire, que se passe-t-il? Est-ce que, parce qu'il y a eu modification réglementaire et que ça ne se trouve donc plus dans la lettre de la liste, le Parlement n'a plus d'avis à émettre, ou alors est-ce qu'il y a à ce phénomène et à cette question une solution? Je pense que juridiquement la question existe et qu'il faudra y apporter une réponse. Bien sûr, une modification législative, mais on s'aperçoit de la lourdeur du phénomène. Alors je vais en venir maintenant aux différends qui existent
entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le vote par délégation. Bon, il me semble effectivement en première analyse que comme le vote par délégation est expressément prévu par la Constitution pour le vote d'une loi, il semble pour le moins difficile qu'il puisse être interdit pour l'émission d'un avis, d'un simple avis, dans le cadre d'une commission. Je pense que le problème n'existerait pas si nous avions créé, comme on en avait un moment évoqué la possibilité au niveau de la révision constitutionnelle, une commission ad hoc qui aurait été paritaire entre le Parlement et le Sénat et qui aurait émis un avis sur ces nominations. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Alors, que peut-on voir dans ce débat? Bon, d'abord constater un certain nombre d'évidences juridiques, comme je les ai signalées, qui permettent de soutenir la position du rapporteur. De plus, reconnaissons que l'utilisation d'une délégation a le mérite de permettre de traduire la réalité politique de l'Assemblée qui vote et d'éviter donc le fait de majorité de circonstances. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il est nettement mieux, et nous en fournissons la démonstration ce matin, il est nettement mieux que les sénateurs ou les députés soient présents à l'audition et puissent écouter celle ou celui qui est susceptible d'être nommé avant d'émettre un avis. Et donc, je dirais, cet élément de présence est un élément important. Et je crois que dans la délégation, vous me permettrez de dire qu'il faut aussi en voir la pratique. Et je pense qu'il y a trop souvent une tendance de facilité dans l'utilisation des délégations. La délégation, c'est un cas de force majeure. Or, essentiellement, c'est tout au moins celui qui est invoqué de manière systématique quand nous opérons des délégations en commission au Sénat. Et on a tous, je dirais, l'expérience, le souvenir de collègues absents pour cas de force majeure, ouvrant tout d'un coup la porte de la commission dont ils étaient absents pour cas de force majeure pour participer aux travaux. Et puis la force majeure revenant, s'absenter au bout d'un quart d'heure, et à ce moment-là, ils sont de nouveau absents pour cas de force majeure, et la délégation peut être utilisée. Je pense qu'il faudrait arrêter de transformer les cas de force majeure en cas de force mineure. Et il faudrait qu'on ait une éthique un peu plus poussée de la délégation. Il faut peut-être en parler dans le règlement, mais je pense que c'est beaucoup plus un problème de pratique. Et effectivement, l'utilisation peut être comprise, expliquée, mais je dirais qu'il y a un systématisme qui dévalorise la délégation de vote et dans la pratique parlementaire, c'est à mes yeux tout à fait détestable. Au demeurant, je dirais mon groupe soutient la position du rapporteur par un simple respect de la Constitution. Je ne vois pas pourquoi, puisque la Constitution autorise le vote par délégation, une instruction d'un bureau pourrait l'interdire à propos d'un avis. Et je souhaite, parce que ça dépend de nous bien sûr, mais ça dépend peut-être un peu plus de la majorité des deux assemblées, que vous trouviez un accord, je dirais, et que vous réussissiez à développer un minimum de confiance mutuelle entre les deux groupes majoritaires pour que les députés membres de la commission anciennement des affaires économiques de l'Assemblée ne vivent plus dans la crainte de voir leurs collègues de la majorité sénateur s'opposer à eux. Mais enfin, vous savez, les histoires de famille, c'est toujours difficile. Vous aviez eu, Monsieur le Ministre, l'intelligence de ne pas poser le problème dans la loi, et c'était très bien. Je dirais, nous n'avons fait, mais je vous rassure de ma part, ce n'est qu'une exception, nous avons rejoint cette position puisque nous revenons là à l'absence de texte initial. Sur la loi ordinaire, nous avions, Monsieur le rapporteur, un différend. Il a été de fait tranché par la pratique. Contrairement à notre collègue Pierre Fauchon, nous avons souhaité que les auditions soient publiques. Mes collègues députés socialistes avaient rajouté le terme audition lors de la deuxième lecture
à l'Assemblée nationale, nous avons souhaité que ces auditions soient publiques. Pourquoi ? Parce que le caractère public de l'audition, je l'ai dit hier quand nous écoutions Hubert Haenel, dans la première partie des 2 auditions que nous avons eues, le caractère public, avec forcément la retransmission par les chaînes parlementaires, permettent à l'ensemble de nos citoyens de prendre connaissance, et donc d'une certaine façon, c'est dans un réflexe démocratique de s'approprier les candidats et de pouvoir avoir accès, je dirais, ne serait-ce que le temps d'une audition, à la personnalité qui est nommée à une responsabilité excessivement importante. Et cela, c'est très bien, parce que je doute que la majorité de nos concitoyens puissent facilement après, une fois que ceci est nommé, rencontrer, écouter, discuter avec l'intéressé. Donc ils peuvent avoir à la fois, je dirais, un éclairage sur la personnalité et avoir une liaison en direct. Non pas que la liaison par les médias soit gênante, puisque j'ai cru voir dans la presse d'hier de longues pages consacrées à ceux qui allaient être nommés, d'ailleurs avec des différences de volume assez impressionnantes entre les candidats qui ne représentent pas forcément, je dirais, l'importance de l'apport qu'ils font plus tard. Mais je dirais, il y a là, au niveau de cette audience publique, quelque chose qui était essentiel. Parce que je ne voyais pas ceux qui s'opposaient, ceux qui pouvaient s'opposer, quel était l'argument qui pouvait gêner cet élément public. Je pense que chaque fois que nous pouvons faire prendre conscience de ce qu'est la vie parlementaire, nous pouvons faire tomber des clichés et nous pouvons faire prendre compte de la réalité du travail des parlementaires et voir que sur ce plan, les interrogations qui ont été faites. Alors évidemment, hier, nous avons eu un système tronqué, puisque ça ne s'est pas traduit par un vote, mais je dirais c'était, à mon avis, le plus gros progrès. Parce que je pense que la publicité de l'audition va être aussi un des éléments qui va aider à la réflexion de ceux qui nomment. Je dirais, vous vous souvenez, on se souvient tous que Caligula avait nommé son cheval à des hautes fonctions. Ça devrait, je dirais, nous épargner ce genre de choses. Il avait nommé son cheval sénateur, c'est pour ça que je le qualifiais de haute fonction. Mais nous ne savons pas, l'histoire ne nous dit pas si le cheval de Caligula a accordé des délégations de vote. Ça, je dirais, sur ce point-là, il y a des recherches historiques importantes à faire que, je suppose, certains d'entre nous feront. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, je me réjouis qu'après l'avoir refusé, la majorité de la commission des lois ait accepté la publicité de l'audition. La loi ordinaire se résumant à la définition des commissions compétentes et à ces ajouts qui ont été faits sur l'audition publique, je dirais, nous n'avons pas de raison de nous opposer à la loi ordinaire, même si nous maintiendrons notre abstention pour des raisons de principe, parce que le progrès fait nous semble très insuffisant, même si c'est un progrès. Nous continuons à nous abstenir sur la loi organique. Mes chers collègues, je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Emery de Montesquieu pour le RDSE. Vous avez demandé la parole, monsieur ? Non, mais alors après, s'il vous plaît. Vous avez la parole et vous seul. En fin de séance. Les 2 projets de loi dont nous sommes aujourd'hui à nouveau saisis constituent une avancée majeure pour notre État de droit, comme cela avait déjà été évoqué en première lecture. Ils participent du profond élan de rénovation de nos institutions qu'a permis d'insuffler la révision constitutionnelle de juillet 2008. Des pouvoirs rééquilibrés au profit d'un Parlement plus fort. La nouvelle donne institutionnelle alloue un droit de regard renforcé de la représentation nationale pour la nomination à certains des plus hauts postes de la République. Les auditions auxquelles ont procédé hier notre commission des lois, s'agissant des futurs membres du Conseil constitutionnel, ont largement préfiguré cette nouvelle donne dans l'attente de la promulgation de ces 2 textes. Les autorités administratives indépendantes ont pris, nous le savons, un essor considérable dans notre paysage institutionnel depuis une quinzaine d'années.
À l'origine, véritables objets administratifs mal identifiés, elles sont désormais incontournables. Leur champ de compétences s'élargit au fur et à mesure que la loi en crée de nouvelles, au point qu'il est même difficile de les recenser de façon exhaustive. Elles participent néanmoins de la transformation de l'action publique en s'érigeant à côté de l'État opérateur en vigie chargée de préserver l'intérêt général en toute impartialité. C'est ainsi que sont concernés des domaines aussi vitaux que la protection des libertés fondamentales ou la régulation économique. La volonté de transparence et l'approbation du Parlement guident ainsi la nouvelle procédure de nomination et je m'en félicite. Dans sa nouvelle rédaction, l'article 13 de la Constitution opère une distinction entre les emplois régaliens, pour lesquels la procédure en vigueur depuis 1958 sera maintenue, et ceux qui ont une importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, pour lesquels la procédure nouvelle rend obligatoire une audition pour la commission permanente compétente de chaque assemblée, suivie d'un vote. Cette innovation permettra d'introduire une réelle transparence dans les procédures de nomination. Nos commissions parlementaires devront ainsi vérifier la compétence, l'éthique et l'indépendance des personnes proposées. La publicité de la procédure donnera aux auditions une dimension nationale qui garantira la crédibilité et l'autorité de la personnalité finalement nommée. Mes chers collègues, les nominations à discrétion qui étaient effectuées sous l'empire de l'ancien article 13 n'ont pas honoré l'histoire de notre République. Cette survivance du XIXe siècle a parfaitement su être utilisée par les majorités successives à des fins souvent peu en rapport avec le seul intérêt général. Notre pays a toujours refusé l'instauration d'un spoil system à l'américaine, mais force est de constater que l'opacité qui a présidé nombre de ces nominations a joué en faveur de l'émergence d'un État trop souvent partisan. Je me réjouis donc que la nouvelle rédaction de l'article 13 mette fin à ces abus. L'importance des fonctions concernées par le champ de la loi organique justifie naturellement cette transparence. L'unification des régimes de nomination disparates par ces deux textes contribue à la clarification de la procédure. Ceci a d'autant plus d'importance qu'un certain nombre d'autorités visées interviennent dans le champ des libertés fondamentales pour lequel le Parlement doit exercer pleinement son rôle de protecteur et de vigie. Notre commission des lois peut d'ailleurs revendiquer d'avoir encore enrichi cette liste sans que nos collègues députés n'y trouvent à redire. D'autres regretteront que certaines autorités n'aient pas été incluses dans le périmètre de la loi organique, comme l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la Commission consultative du secret de la défense nationale ou la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Mais s'agissant des deux dernières, ces deux autorités disposent déjà d'un mode de nomination spécifique destiné à renforcer les garanties entourant les nominations et qui se concilie très bien avec la spécificité de leur champ de compétences particulièrement sensible. Je ne partage donc pas leur inquiétude. Je regrette que ces deux projets de loi nous reviennent en seconde lecture. En effet, un désaccord subsiste entre nos deux assemblées à l'article 3 sur l'interdiction rétablie par l'Assemblée nationale des délégations de vote lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis d'une commission sur un projet de nomination. À l'instar des collègues de mon groupe, je me range à la position de notre commission des lois qui a maintenu la suppression de cet article. Je considère en effet que nos collègues députés ont introduit en l'espèce un obiter dictum qui va au-delà des dispositions de la Constitution et qui encourt de ce fait la censure du Conseil constitutionnel. Il est de surcroît d'interprétation constante, y compris dans la jurisprudence du Conseil, que les dispositions de l'article 27 de la Constitution, au terme desquelles la loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote, n'ont pas vocation à être utilisées
pour prévoir la délégation par type de scrutin, mais simplement pour prévoir les cas d'empêchement pouvant frapper un parlementaire. Nous soutiendrons par conséquent cette suppression. Forts de cette dernière remarque, les membres du RDSE confirmeront leur vote de la première lecture en apportant unanimement leur soutien à ce texte. Une minorité s'abstiendra. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe CRC-SPG. Pour 7 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes effectivement en deuxième lecture de deux projets de loi organique et ordinaire relatifs à l'application du 5e alinéa de l'article 13. Peut-être y aura-t-il d'autres lectures, et on ne sait pas quand est-ce qu'on arrivera à voter, mais en tout cas, on est obligé de se répéter pour s'expliquer. Mon groupe s'est opposé au 5e alinéa de l'article 13 en son temps. En effet, celui-ci assortit le pouvoir de nomination du président de la République de l'avis des commissions parlementaires permanentes de chaque assemblée. Cette disposition est effectivement nouvelle. Elle est présentée comme significative des droits du Parlement, ce qui n'est pas notre avis. Donc je le confirme. En effet, elle ne serait significative que si la nomination, et les nominations du président de la République sont nombreuses, aux responsabilités les plus importantes de l'État et des secteurs économiques dans lesquels l'État intervient. Donc, ce pouvoir de nomination était en quelque sorte partagé entre le président de la République et le Parlement. C'est-à-dire si le Parlement jouait un rôle essentiel. Vous le savez, nous sommes hostiles à la présidentialisation de nos institutions. Or, il n'en est rien. Le droit de veto des commissions, 3/5 de leurs membres, étant quasi impossible dans le système politique qui est le nôtre aujourd'hui, sauf cas rarissime. Par contre, l'audition des nominés donne l'illusion d'un pouvoir du Parlement en la matière, ce qui est abusif. Il aurait été nécessaire d'oser la démocratie et de procéder à la consultation des commissions réunies qui aurait pu se prononcer à la majorité des 3/5, ce qui aurait donné du sens à l'avis du Parlement. Vous l'avez refusé. Nous ne pouvons donc, par logique, voter contre les lois d'application de la Constitution. Mais je voudrais dire quand même, puisque la question se pose, sur la question en suspens de la délégation de vote, nous sommes bien entendu favorables à l'application de la possibilité de délégation en cas de force majeure, puisque bien entendu il serait regrettable que les parlementaires manifestent qu'ils ne s'intéressent pas aux nominations, et la délégation de vote existant pour tous les votes, sauf destitution du chef de l'État, donc y compris la révision constitutionnelle, la position de l'Assemblée nationale est difficilement soutenable. Donc j'espère que la sagesse va finir par l'emporter chez eux. Concernant la loi ordinaire relative à l'application de l'article 56 de la Constitution, c'est-à-dire qui soumet les nominations des membres du Conseil constitutionnel à, là aussi, l'avis des commissions des lois du Parlement. Je voudrais faire quelques commentaires. En premier lieu, déplorer vraiment que pour des raisons bien peu compréhensibles pour le commun des mortels, même si notre train-train parlementaire nous permet de les comprendre, il est regrettable que nous soyons amenés à voter cette loi au lendemain des auditions concernant 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Leur nomination effective devant intervenir d'ailleurs plus tard, je crois qu'il aurait été vraiment utile de faire concorder les deux, puisque ça nous aurait évité un simulacre de consultation en public, puisqu'il s'agissait d'une audition sans effet aucun, encore moins que l'effet normal.
Mais je voudrais surtout insister encore une fois sur le problème posé par la composition et le mode de désignation du Conseil constitutionnel. Alors que celui-ci va être considérablement renforcé dès le 1er mars, puisqu'il se transforme avec la nouvelle exception d'inconstitutionnalité en véritable juridiction de droit privé et de droit public, pouvant de fait exercer sa tutelle sur la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ainsi, un organisme émanant directement du pouvoir politique, dans le cadre d'un système présidentialiste, où la majorité procède de l'élection présidentielle et où le fait majoritaire pousse à la bipolarisation, eh bien, ce Conseil constitutionnel se trouve érigé en une sorte de Cour suprême. Cela pose le problème de la séparation des pouvoirs et cela pose de façon accrue la question de la légitimité démocratique du Conseil constitutionnel. Franchement, notre mode de désignation ne peut perdurer longtemps. Les arguments employés pour contourner cette question ne sont pas convaincants. Le Conseil constitutionnel doit être représentatif du pluralisme politique de la représentation nationale, c'est-à-dire des courants d'opinion. Il doit donc procéder du Parlement. Je ne dis pas composé de parlementaires. Et c'est d'ailleurs assez amusant que précisément soient nommés hier 3 parlementaires, 3 hommes. Je ne sais pas si le Parlement avait eu un véritable pouvoir, s'il aurait osé nommer 3 hommes parlementaires comme membres du Conseil constitutionnel. Donc, le peuple fait la loi par ses représentants, la loi et la Constitution par ses représentants élus. L'organisme chargé du contrôle de constitutionnalité non seulement ne saurait émettre que des avis, mais encore il ne devrait pas pouvoir surreprésenter telle ou telle opinion. Donc, il n'y a pas seulement lieu d'améliorer les possibilités de se prononcer du Parlement sur les nominations, mais de changer le mode de désignation et la composition du Conseil constitutionnel en étant courageux et en supprimant les membres de droit, les anciens présidents membres de droit. Donc, je confirme notre vote contre, là aussi, par logique, par rapport à la Constitution, de la loi organique et de la loi ordinaire. Merci. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Laurent Béteille, pour l'UMP. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture 2 textes qui constituent, et je crois qu'il faut le répéter, un apport tout à fait novateur et important de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Ainsi, avec l'article 13 de la Constitution, est prévu que l'exercice du pouvoir de nomination du Président de la République fera préalablement l'objet, pour certains emplois ou fonctions, d'un avis public des commissions compétentes des 2 assemblées. Nous sommes bien entendu extrêmement favorables à cette innovation et se pose assez vite, effectivement, le problème de la publicité des auditions, sur lequel je partage quelque peu, à titre personnel en tout cas, l'opinion de Pierre Fauchon, mais je dois dire que, après examen, puisque nous avons eu la chance hier d'assister à l'examen blanc qu'ont subi nos collègues Hubert Haenel et Michel Charasse, que finalement les choses se passent de manière tout à fait acceptable, et même si on pouvait imaginer un autre système dans lequel on ait un compte-rendu intégral des entretiens, je crois que, au final, la publicité totale et directe n'est pas en soi gênante, bien au contraire. Cette audition permet ensuite au Parlement de s'opposer à une nomination du Président de la République lorsque l'addition des votes négatifs des commissions représentera au moins 3/5 des suffrages exprimés. Alors j'ai bien entendu un certain nombre de réserves nous disant que le Président de la République, par conséquent, pourrait nommer
quelqu'un qui n'aurait reçu l'approbation que de 40% des parlementaires concernés. Permettez-moi de vous faire observer que si c'est vrai en pratique, pour autant, je ne peux pas imaginer qu'une nomination intervienne dans ces conditions et personne ne peut croire que, s'agissant de postes comme par exemple le médiateur de la République, il puisse être désigné alors qu'il n'aurait reçu l'approbation que de 40% des parlementaires. Je pense que ce serait aller à un affaiblissement de la crédibilité de l'institution et personne ne se livrera à cela. C'est dire que notre vote est extrêmement important et même si on laisse une marge d'appréciation au président de la République dans cette zone qui va de la majorité au 3/5e, j'estime qu'il y a une force de l'appréciation que nous aurons donnée qui sera dans certains cas assez irrésistible. Alors bien entendu, sur le même principe, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ne pourront procéder aux nominations qui relèvent de leurs compétences, à savoir celles des membres du Conseil constitutionnel et des personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur de la magistrature, lorsque, de la même façon, les votes négatifs au sein de la commission permanente compétente de l'Assemblée concernée représentent au moins 3/5 des suffrages exprimés. Il va de soi que ce que nous imposons à l'exécutif, nous devons nous l'appliquer également. Cette nouvelle prérogative a une double ambition, vous le savez. D'abord, assurer la transparence du choix des personnalités appelées à exercer des fonctions éminentes pour la garantie des droits et des libertés et pour la vie économique et sociale de la nation, et aussi de garantir l'indépendance des candidats vis-à-vis du pouvoir exécutif en encadrant, de la manière que j'ai dite, la compétence du président de la République. Par ailleurs, le constituant a confié au législateur organique le soin d'arrêter une liste des emplois et fonctions soumis à cette nouvelle procédure. Et à l'initiative de notre commission et sur proposition de notre excellent rapporteur, cette liste a été complétée à des fins d'exhaustivité. De même, à l'initiative de notre collègue Hugues Portelli, la compétence de la commission des lois pour donner l'avis sur la nomination du défenseur des droits et des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature est dorénavant précisée. Le groupe UMP se félicite que les députés aient adopté en seconde lecture le texte ainsi opportunément complété par notre commission. Cependant, tout en retenant le principe proposé par les députés de simultanéité du dépouillement du scrutin portant sur l'avis concernant les nominations, c'est à juste titre que la commission des lois a une nouvelle fois supprimé l'article 3 du projet de loi organique. Cet article que l'Assemblée nationale persiste à vouloir introduire interdit les délégations de vote lors du scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission compétente. Or, la fixation des modalités d'exercice de la délégation de vote relève, nous semble-t-il, clairement du domaine des règlements du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et ni la lettre de la Constitution, ni les travaux préparatoires ne permettent de penser qu'une procédure strictement identique, et là je rejoins à nouveau Pierre Fauchon, décidément, je m'en excuse auprès de lui de le paraphraser presque, mais rien n'indique qu'une procédure identique doive être retenue dans les deux assemblées pour prononcer l'avis prévu par l'article 13 de la Constitution, pas plus que pour les textes que nous votons quotidiennement. Cependant, nous estimons que le constituant a souhaité laisser au règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions conformément au principe d'autonomie des assemblées, et nous souhaitons vivement qu'un accord puisse être trouvé par les deux assemblées sur ce point. Et nous partageons les doutes de notre rapporteur quant au caractère constitutionnel de cette disposition, et en effet, comme le montre le choix du législateur organique en 1958 et l'interprétation continue qui en était faite,
Le dernier alinéa de l'article 27 de la Constitution n'a pas vocation à permettre d'interdire les délégations de vote pour tel ou tel type de scrutin. Le seul et unique scrutin pour lequel les délégations de vote sont explicitement proscrites par le Constituant concerne, on l'a dit, la destitution du chef de l'État, et c'est suffisamment exceptionnel pour que cette disposition le soit aussi. Et je dois dire que, à mon sens, priver de droit de vote celui qui a un empêchement légitime, alors j'ai bien entendu ce que nous disait Bernard Frimat tout à l'heure sur la légitimité des empêchements, mais il n'empêche que celui qui a effectivement un empêchement légitime, lui interdire de se prononcer ne me paraît pas forcément une avancée démocratique. Sous réserve donc de ces observations, le groupe UMP considère que l'adoption de ces deux textes d'application de la révision constitutionnelle apporte une nouvelle pierre à l'édifice de la République irréprochable que souhaite notre chef de l'État. Elle est, je le répète, une avancée pour l'émergence d'un Parlement revalorisé et participe au rééquilibrage des institutions de la Ve République que nous appelons de nos vœux. Et vous ne serez pas surpris qu'au terme de cet exposé, je vous apprenne que le groupe UMP votera pour les deux projets de loi. Merci, Monsieur le Sénateur. Alors, je rappelle qu'au terme de l'article 48, alinéa 5 du règlement, à partir de la Je pensais vous donner la parole à la fin de la séance, mais si vous le voulez, je vous la donne maintenant. Non, 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 on n'engage pas de dialogue. Je vous en remercie, Madame la Présidente. C'est simplement pour un point de précision, éviter une équivoque. Notre excellent collègue Frimat a dit tout à l'heure, s'agissant de la publicité des réunions de la Commission pour les auditions des candidats aux nominations, que son avis était le contraire, contrairement à mon avis, parce que j'ai exprimé non pas un avis opposé à cette publicité, je tiens à dire que j'ai simplement exprimé des réserves. Et donc notre avis sur le principe de publicité n'est pas différent, simplement, personnellement, je ne suis pas sûr que ça ne produise pas des effets regrettables. Et c'est donc seulement sur ce point qu'il y a une légère divergence entre mon excellent collègue Frimat et moi-même. Alors, je rappelle qu'au terme de l'article 48, alinéa 5 du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles et des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique. Nous abordons donc le projet de loi organique. L'article 1er non modifié, je le mets aux voix. Qui est pour? Article 1er. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 2, qui est pour? Il est supprimé, hein? Il est supprimé. Bon, c'est tout. L'article 3, qui est également supprimé. Après l'article 3, nous avons un article additionnel avec un amendement de Monsieur le rapporteur. L'amendement numéro 1. Il n'y avait pas de demande de parole sur tout ça. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, c'est un amendement qui a pour but de combler une lacune que je n'aurais pas déposée si nous avions réussi à avoir un texte commun avec l'Assemblée nationale. Mais comme il n'y a pas de texte commun avec l'Assemblée nationale, nous en profitons. Il y avait un oubli dans la loi organique, c'est qu'on avait oublié de dire que les personnalités auditionnées seulement par la commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat à la demande du président de ces assemblées devaient faire l'objet d'un vote et que dans l'hypothèse où ce vote serait négatif à hauteur des 3/5, eh bien à ce moment-là, on ne pourrait pas procéder à la nomination. C'est donc un parallélisme des formes avec les nominations prononcées par le président de la République. Eh bien, nous proposons l'extension aux nominations proposées par le seul président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'aurais peut-être pu me contenter, dans mon avis, de dire simplement que le gouvernement, naturellement, s'agissant du fonctionnement de vos assemblées, s'en remettait à la sagesse. Bien. Mais je crois qu'il est important que puisse figurer au journal officiel des faits et des arguments de droit. Donc, pour nous, les articles 56 et 65 de la Constitution prévoient que les nominations concernées, je cite, sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'Assemblée concernée. Fin de citation. Cette formule, comme les travaux parlementaires de la révision constitutionnelle, semble indiquer que s'agissant des membres nommés par les présidents des assemblées, seul est possible un avis et non un droit de veto. Par ailleurs, la Constitution habilite seulement la loi organique à fixer la liste des emplois et non à poser des conditions aux nominations décidées par les présidents des assemblées. Donc voilà ce que je voulais apporter comme commentaire, mais bien évidemment, comme je l'ai dit, le gouvernement s'en remet à la sagesse de votre Assemblée sur une question qui relève du fonctionnement interne de l'Assemblée nationale et du Sénat. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Monsieur le Président Hyest. Oui, Monsieur le Président, vous voyez, on pensait vraiment que la lecture combinée de 56 et 65 indiquait que c'était les mêmes règles en matière de désignation par les seuls présidents des assemblées. Moi, à partir du moment où l'interprétation n'est pas celle-là, on peut en douter, franchement. Et d'ailleurs, le rapporteur de la révision constitutionnelle est au regret de vous dire qu'il n'avait pas réfléchi à cette question précise parce que c'était à peu près secondaire dans l'ensemble des débats à partir du moment où c'est un avis, effectivement, et qu'il n'y a pas d'interdiction. D'ailleurs, depuis le début, moi je le dis, sauf si on disait 3/5 positif, ça voudrait dire que c'est l'opposition qui décide des nominations, ce qui serait quand même intéressant, c'est le droit de veto serait retourné. Mais enfin, moi c'est à peu près comme la dissuasion nucléaire, les 3/5, en fait. Monsieur le doyen, oui, c'est ce que vous nous avez dit. La question méritait d'être posée. La question méritait d'être posée. Alors, je laisse le soin au rapporteur de savoir si il est bien intéressant qu'on ait un problème d'interprétation de la Constitution. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher que le Conseil constitutionnel donne un coup à gauche, un coup à droite. Enfin, je ne sais pas. Moi, l'interprétation du gouvernement me fait douter de la pertinence de notre position. Mais je n'en dis pas plus. La Commission a adopté, donc je laisse le soin au rapporteur de confirmer ou non sa position. Oui, monsieur le rapporteur. Moi, je pense que l'interprétation que nous avons donnée initialement reste la bonne, mais nous sommes en navette. Donc nous serons ouverts dans la navette à discuter de ce point de vue. On n'a pas terminé, hein. On aura encore au moins une lecture ici. Donc je préfère qu'on le mette au vote, qu'on en discute à l'Assemblée nationale et qu'au cours de la commission mixte paritaire éventuelle, eh bien, on puisse en discuter. Ça, il y en aura une tout de même, le gouvernement a dit. Voilà, exactement. Bon, je pense qu'on peut négocier ce problème, mais on le vote cette fois-ci. Pas de demande d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement numéro 1. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l'objet de la deuxième lecture. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur le Président Frimat, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bon, pour confirmer ce que j'ai dit à la tribune, que le groupe socialiste s'abstiendra, et quand même pour revenir d'un mot sur, je dirais, ce discours qui nous est régulièrement servi.
et qui consiste à dire il y a les 3/5 positifs, il faut avoir un 3/5 négatif, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, parce que s'il y a même simplement une majorité simple, eh bien, la nomination ne se fera pas. Il y a simplement une incohérence, si vous voulez. Pourquoi avoir mis dans la Constitution un veto 3/5 négatif, si c'est pour dire mais ce veto n'a aucune importance. Quand on met une majorité qualifiée, ça a un sens. Alors, faisant une proposition de loi de révision constitutionnelle, on avait proposé, nous, que cet avis soit émis à la majorité simple, si j'ai bonne mémoire. On nous a dit non, 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 la majorité simple, c'est pas bien, c'est pas suffisant, il faut verrouiller et arriver à ce 3/5 négatif dont la fonction est effectivement que, sauf exception, le Parlement ne puisse jamais atteindre cet obstacle mis par la Constitution. Donc, moi, je veux bien, mais mes chers collègues, vous qui avez voté la Constitution, vous passez votre temps à nous dire que sur ce point, ce qui est dans la Constitution n'a aucune importance, puisque de toute façon, même une majorité simple négative suffirait et ferait un tel tollé devant une nomination. Alors, je pense qu'il y a là une incohérence, que la position initiale aurait été défendue si la majorité simple. Je comprendrais aujourd'hui votre propos. Ou alors, c'est, je dirais, l'hommage du vice à la vertu, puisqu'à ce moment-là, vous reconnaissez, et ça me semble effectivement assez proche de la réalité, vous commencez à reconnaître l'ensemble, point par point, des méfaits contenus dans la révision constitutionnelle, et nous allons assister régulièrement à des aveux successifs et à de reconnaissances d'erreurs. C'est un spectacle tout à fait charmant auquel nous assistons avec un intérêt non dissimulé. Y a-t-il... Oui, Monsieur Fauchon, explication de vote. Je voterai ces textes, mais je ne peux pas m'empêcher d'admirer l'habileté avec laquelle M. Frima explique que, globalement, cette réforme constitutionnelle, il est bien content de ne pas l'avoir votée, mais il est encore plus content qu'elle porte ses fruits. Il y a Monsieur Béteille. Oui, je ne voudrais pas prolonger excessivement les débats, mais sur ce qui a été dit en ce qui concerne la majorité des 3/5, je crois que nous avons pris la bonne décision. Je crois qu'effectivement, il est bon qu'il y ait une limite à partir de laquelle, officiellement et de manière totalement imposée, le président de la République ne peut pas nommer. Mais je pense qu'il est bon qu'il y ait une zone dans laquelle on lui laisse un pouvoir d'appréciation sur effectivement la position du Parlement. Et je crois qu'à partir du moment, et nos collègues socialistes ont beaucoup milité pour ça, à partir du moment où les auditions sont publiques, à partir du moment où on médiatise énormément la position du Parlement, eh bien moi je suis effectivement convaincu que dans cette zone où on laisse le président de la République choisir s'il maintient sa proposition de nomination ou pas, on lui laisse la possibilité de sauver la face, ce qui n'est pas forcément négatif, mais en même temps, on fait en sorte que cette nomination, elle ne puisse se faire que si effectivement il y a une rencontre entre la position du président de la République et celle du Parlement. Bien, Madame la Présidente, je vous donnerai la parole après, si vous le permettez, Monsieur le Ministre. Hein, vous aurez tout entendu. Madame la Présidente. Madame la Présidente, je vais confirmer donc mon vote en logique avec mon opposition à l'article 13, mais je voudrais dire que médiatiser un Parlement qui en fait n'a pas le pouvoir, en l'occurrence, de faire grand-chose, c'est pas forcément idéal. D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un a dit, je ne vais pas le citer parce qu'il va peut-être demander la parole, donc je ne le citerai pas, mais que les parlementaires ont tout loisir de s'informer par la presse
de ce qui va se passer et des candidats sur lesquels on va lui demander de se prononcer. Vous avouerez que c'est quand même un petit peu paradoxal de penser que le Parlement, qui devrait jouer un rôle dans la nomination de personnes qui sont appelées à remplir de hautes fonctions pour l'ensemble de nos concitoyens, s'informe par la presse sur les personnes sur lesquelles ils sont appelés à se prononcer. Donc franchement, je crois qu'on se serait... vous seriez grandi en, comme je l'ai dit tout à l'heure, osant véritablement la démocratie et le pouvoir du Parlement. Je voudrais ajouter une chose pour, là aussi peut-être paradoxalement soutenir notre rapporteur sur le parallélisme des formes entre les auditions du candidat des présidents de la République et ceux des présidents des assemblées. Je crois que dire le contraire, en quelque sorte, pose vraiment un problème. Parce que on considérerait que sur les nominations du président de la République au Conseil constitutionnel, en quelque sorte, le Parlement a le droit de se prononcer, mais que sur les nominations des présidents des assemblées, il ne pourrait pas se prononcer. C'est quand même, je trouve, assez curieux. Donc, je crois que de ce point de vue, les parlementaires devraient être unanimes pour soutenir le parallélisme des formes qui me paraissait, quant à moi, évident. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Une minute, Madame la Présidente. Je voudrais rappeler l'esprit dans lequel le gouvernement s'inscrit pour la discussion de cette partie du texte. Je crois qu'il faut se remémorer ce que le président de la République avait dit à l'occasion de la campagne électorale pour les présidentielles en 2007, lorsqu'il avait parlé de son souhait de contribuer en tout cas à la mise en place d'une démocratie de plus en plus irréprochable, ce qu'il avait appelé la démocratie irréprochable, dans laquelle il disait qu'il fallait absolument que les nominations soient faites sur la base des compétences et non de la connivence. Et en fonction des positions des uns et des autres, c'est bien de cela dont on parle. Si on parle d'un vote à la majorité simple, le risque, je dis bien le risque, pourrait être d'une décision partisane. Si on parle après d'un vote à la majorité des 2/3, enfin, ou dans ces eaux-là, mais d'un vote positif, là, ça veut dire qu'on donne le droit de veto à l'opposition. Si on est favorable au système que le gouvernement a retenu et que l'Assemblée nationale et le Sénat ont bien voulu voter, eh bien moi je trouve que quelque part on est dans une position d'équilibre, on évite les écueils et les excès d'un côté et de l'autre, puisque pour parvenir à ce résultat, il faudra dépasser les limites partisanes. Et donc ça signifie que c'est bien la compétence qui sera l'élément déclencheur du vote dans un sens ou dans l'autre du Parlement. Et donc je trouve que ça devrait rassurer, et en tout cas, de mon point de vue, ça illustre parfaitement la volonté de transparence qui est celle du gouvernement, et que les nominations ne soient pas faites parce que sur des critères qui soient partisans, mais bien sur des critères de compétence. Et franchement, ce que nous venons de vivre depuis 2 à 3 jours, me semble-t-il, illustre parfaitement cette volonté du président de la République. Bien, il n'y a plus d'explication de vote. Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi organique. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va donc être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront au secrétaire un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront au secrétaire un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. J'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement du scrutin. Voilà, résultat du scrutin sur l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Nombre de votants 339, nombre de suffrages exprimés 218, majorité absolue des suffrages exprimés 110, pour l'adoption 194, contre 24. Le Sénat a adopté. Nous passons maintenant à l'examen du projet de loi ordinaire. Et nous avons à l'article 1er un amendement numéro 1 de Monsieur Frimat. Oui, merci Madame la Présidente. On a déjà eu l'occasion dans la discussion générale de l'évoquer. Cet amendement traduit et a reçu un avis favorable de la Commission des lois hier et je dirais une application pratique hier après-midi, c'est le caractère public des auditions. Je pense que c'était quelque chose qu'il fallait faire et qui est indispensable et maintenant que, je dirais, dans la pratique, les deux assemblées l'ont utilisé, il me semble bien de le mettre dans la loi, surtout que pour d'autres nominations,
il avait déjà été pris cette décision de le mettre dans la loi. Je parle sous le contrôle de mes collègues de la commission de la culture ANCO, qui était de dire sur France Télévisions et sur Radio France la nomination des présidents de ces sociétés se fait à partir d'une audition publique et il aurait été malvenu que nous ayons des traitements différents pour telle nomination publique, telle autre pas publique. Ça mettra toutes les auditions publiques. Je pense que c'est un progrès. J'ai bien entendu qu'il n'y avait pas d'hostilité de la part de Pierre Fauchon, mais des réserves. Je pense que le temps lèvera en toute sérénité ces réserves. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, j'ai changé d'avis entre la première lecture et la deuxième lecture au sein de la Commission, parce que au départ, je pensais qu'une audition à huis clos permettait d'aller plus au fond des choses. Mais je me suis rangé à la proposition de M. Frima ainsi que la Commission, et en effet, je crois que compte tenu du fait qu'un certain nombre d'auditions sont publiques, il n'y avait pas de raison que d'autres ne soient pas publiques. Qu'à l'Assemblée nationale, ils ont décidé que ce soit public, il n'y aurait eu aucune raison qu'au Sénat ce soit secret et public à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je trouve que l'amendement de notre collègue Frima est un amendement parfaitement justifié et la Commission émet un avis favorable. Avis du gouvernement. On va pas critiquer un amendement. Le gouvernement, dans cette affaire, je le redis, souhaite que l'on s'inscrive totalement sans retenue dans une démarche de transparence. Ce qui veut dire que, naturellement, l'audition publique procède tout à fait de cette évolution positive. Nous y sommes favorables, très favorables. Alors je comprends bien que peut-être, dans certaines circonstances, s'agissant de défense ou de choses comme ça, certaines exceptions puissent effectivement intervenir. Elles sont d'ailleurs prévues. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la généralisation de l'audition publique. De toute façon, j'ai envie de dire, je n'ai pas oublié une vie politique antérieure à mon entrée au gouvernement. Donc, si vous m'autorisez à y faire référence, simplement l'effleurer, je pense que ça fait partie d'un Parlement moderne que, sauf, encore une fois, si c'est nécessaire, tout ce que le Parlement fait soit public. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je mets aux voix l'amendement numéro 1, avis favorable donc, qui est pour. Donc, je n'ai même pas demandé qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 2. Monsieur Frima. Oui, Madame la Présidente, cet amendement numéro 2 devient presque sans objet, puisqu'à partir du moment où il y aura audition publique et au moment où cette audition publique, je dirais, est enregistrée, nous avons par là même un compte rendu, je dirais, qui dépasse la simple écrit, puisque nous pouvons voir les visages étonnés, admiratifs, soupçonneux, en même temps, ce que ne traduit jamais un compte rendu écrit, malgré le talent de ceux qui l'écrivent et qui notent de temps en temps, puisque ça arrive quelquefois, exclamation dans les rangs de tel ou tel groupe. Là, nous aurons l'image, le son, et par définition, nous aurons un compte-rendu intégral. Donc, il me semble préférable de retirer cet amendement. Il est retiré. Le numéro 3, c'est Monsieur le rapporteur Gélard qui le présente. Madame la Présidente, c'est l'expérience des auditions que nous avons menées hier qui nous a amenés à penser qu'il fallait prévoir un délai entre le moment où le nom était proposé et l'audition par la Commission. Travailler dans l'urgence en annonçant les propositions la veille du jour où on se réunit, ou le matin même, ce n'est pas très souhaitable. Et c'est la raison pour laquelle, à l'origine, j'avais prévu 15 jours d'ailleurs, mais 15 jours c'était beaucoup trop long. Et donc, le président Hyes m'avait suggéré de ramener à 8 jours. On a ramené à 8 jours. Alors, là encore, on est dans la navette,
Par conséquent, c'est encore une disposition qui peut être améliorée. Le ministre avait pensé qu'il serait peut-être nécessaire d'envisager des cas d'urgence. On verra dans la navette. Je vous propose donc de faire en sorte que cette audition ne peut avoir lieu moins de 8 jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public. Je crois que c'est une sage précaution et par conséquent, je vous propose d'adopter cet amendement. Avis du gouvernement. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, d'abord je voudrais confirmer les propos du rapporteur me concernant, puisque je vais les délivrer maintenant. Effectivement, concernant les circonstances éventuellement exceptionnelles qui peuvent survenir. Moi, je comprends parfaitement la préoccupation exprimée par la Commission, ça me paraît bien légitime. Je me permets quand même de relever que ce qui s'est passé hier est l'illustration que sans préparation et sans délai, les deux commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat sont parvenues à effectuer un travail qui fait honneur et à l'une et à l'autre. Donc je crois vraiment que sur ce plan-là, il ne faut pas avoir de regrets. Nous n'avons aucune opposition de principe sur le délai. Bon, est-ce qu'il faut l'inscrire dans la loi? Je crois, ce sera ma conclusion, que la question est en suspens. Et puis, ça fera l'objet de la poursuite de la réflexion dans le cadre de la navette entre les deux chambres du Parlement. Donc le gouvernement émet un avis de sagesse. Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, si le Sénat et l'Assemblée ont fait quelquefois savent faire des démarches acrobatiques pour l'ordre du jour, les délais etc., ça ne doit pas devenir la règle. Quand il va y avoir je ne sais combien de dizaines de nominations et qui s'étalent dans le temps, mais la Commission de l'économie, par exemple, quand on regarde sur les 41, qu'ils sachent qu'on puisse programmer les auditions dans un délai raisonnable et qu'on connaisse le nom, parce que, bien entendu, hier, on peut dire, oui, les candidats connaissaient, enfin, savaient à peu près s'ils seraient disponibles l'après-midi. Enfin, les deux du Sénat, c'était assez évident. Donc, c'était possible d'organiser les auditions. Dans certains cas, Monsieur le Ministre, s'il n'y a pas un délai, l'audition sera très difficile à organiser. Et donc, ça me paraît légitime qu'on mette un délai pour connaître, pour organiser. Vous le savez bien, la difficulté d'organisation de nos travaux, pour tout un tas de raisons, Monsieur le Ministre. Et donc, vraiment, je crois que c'est une sage décision d'obliger à avoir 8 jours. Alors, on me dit l'urgence, etc., il peut y avoir des cas. Non, parce qu'on peut toujours reporter une audition. Il n'y a pas de nécessité impérative, généralement, sauf peut-être pour quelques organismes, il n'y a pas de nécessité impérative de procéder à l'audition le jour où on l'a... Enfin, il n'y a pas de délai de forclusion, obligatoirement. Donc à partir... Parce que si... non. Oui, la date de renouvellement. Oui, mais, attendez, la date de renouvellement, mais je crois que certains organismes, franchement, ils peuvent attendre 8 jours, hein. L'autorité de régulation de je ne sais quelle des activités portuaires, c'est pas forcément indispensable qu'il soit nommé le jour pile où c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé quand il n'y avait pas de consultation qu'on ne nomme pas exactement à la date à laquelle finissait le mandat de celui qui sortait. Donc je crois que tous les arguments, mais nous ce qu'on souhaite c'est quand même d'avoir un délai pour pouvoir organiser les auditions dans de bonnes conditions et permettre à chacun notamment des membres des commissions, de pouvoir être présents, sauf empêchement prévu par la Constitution. Madame la Présidente Borvo-Cohen-Seat. Non, simplement, je voulais dire ce que vient de dire notre président. Je crois qu'il faut être sérieux parce que on veut tous que la présence soit, disons, quasi obligatoire, sauf cas de force majeure. C'est évident que dans la durée, s'il n'y a pas de délai, ce sera très difficile à obtenir et donc on en arrivera à abuser des délégations, ce qui n'est pas souhaitable. Donc c'est tout à fait logique d'avoir un délai. Bien, pas d'autres explications. Monsieur Fauchon. Comme c'est un amendement de Frima. Je voudrais à mon tour dire combien cette question de délai me paraît est une évidence.
une évidence. Je me permets de dire, Monsieur le Ministre, que je suis surpris de vos réserves sur ce point. Il n'y a pas de décision raisonnable qui comporte un certain délai de réflexion dans aucun domaine. Et qu'est-ce que c'est qu'une décision, un examen qui suit de quelques heures la proposition? Non seulement il y a les raisons invoquées par Madame Borvon, on peut être absent, mais surtout on peut avoir besoin d'informations, on peut besoin de réfléchir. On nous a communiqué hier des documents que nous n'avions pratiquement pas seulement le temps de lire avant de nous prononcer. On peut poser des questions, il faut les préparer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des grands avantages de cette réforme, c'est à mon avis c'est un avantage majeur, c'est que comme il s'écoule un certain temps entre la proposition de candidature et la décision, on ne peut pas surprendre la commission. Et elle aura des informations, la presse jouera son rôle, on saura des choses et on saura à qui on a affaire beaucoup plus. Et c'est de cette façon-là que les exigences de la démocratie seront le mieux satisfaites. Donc ce délai, surtout réduit à 8 jours, me paraît être un élément essentiel de la qualité de la décision. Alors, je mets aux voix l'amendement numéro 3, qui est pour. Contre, il n'y en a pas. Il est adopté. À l'article 2 bis, il n'y a pas de modification. 2 ter non modifié, donc adopté. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix l'ensemble du projet de loi qui est pour, qui est contre. Il est adopté. C'est la fin de cette séance. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire cet après-midi 15 h. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous sur Public Sénat.